fils du cordonnier des Odessa, a chaussé toute l'Amérique, puis le monde entier. Histoire de Timberland. L'ascension de la Timberland Company dans l'industrie de la chaussure robuste a parfois été difficile, mais un marketing avisé, d'excellents produits et une chance extraordinaire ont finalement transformé un obscur bottier en un symbole mondial du chic rustique. Nathan Swartz est né en 1902 à Odessa, en Ukraine, alors, une partie de l'Empire russe, dans une famille juive pauvre de cordonniers héréditaires. Son père, son grand-père et son arrière-grand-père fabriquaient tous des chaussures, il n'est donc pas surprenant que Nathan ait choisi le même chemin. Comme ses ancêtres. Peu de temps avant le déclenchement de la Grande Guerre, la famille a déménagé dans le Nouveau Monde, où Nathan, encore adolescent, a commencé sa carrière en tant qu'apprenti dans une cordonnerie new-yorkaise. Il a gravi les échelons, économisant de l'argent et en 1952, après avoir célébré son premier demi-siècle, a pu racheter la moitié des actions d'une entreprise de fabrication de chaussures à Abington, fondant sa propre entreprise Timberland. En 3 ans, Nathan a acquis la participation restante dans l'entreprise pour $20 000 et a amené son plus jeune fils, Sidney, 19 ans, à bord. Dans l'année, le fils aîné de Nathan, Herman, est revenu d'un passage dans la marine et a également rejoint l'entreprise. Au cours de la décennie suivante, le père et les fils ont produit et vendu des chaussures faites à la main à des points de vente discount et à des magasins qui y apposaient des étiquettes de maison. En 1965, après avoir recherché des alternatives à l'art coûteux de la couture à la main des semelles et des tiges, les Swartz ont acheté une machine de moulage par injection, un nouveau processus de reliure qui moule chimiquement et fixe les semelles aux tiges. Le moulage par injection a non seulement produit des chaussures 50 cents de moins par paire, mais il a également permis à Abington de facturer environ 20 cents de plus parce que les nouvelles chaussures avaient une certaine résistance à l'eau. En 1968, Nathan a pris sa retraite, laissant Abington entre les mains compétentes de ses fils. 2 ans plus tard, les frères ont déménagé l'entreprise dans le New Hampshire et se sont donné pour objectif de produire des bottes robustes et parfaitement imperméables, capables de résister aux pires intempéries et aux ravages du temps. Étonnamment, ils ont trouvé un prototype juste sous leur nez. Le préposé à l'entretien des Abington portait des bottes de travail robustes toute l'année, confortables, durables et résistantes à l'eau. Les bottes, fabriquées au Canada et distribuées aux États-Unis par la société Dunham du Vermont, ont inspiré une féroce fidélité à leurs propriétaires. Les Swartz en ont acheté une paire, les ont disséquées et étaient déterminés à créer leur propre version encore meilleure. Après avoir convaincu Goodyear de concevoir une semelle en caoutchouc synthétique capable de résister aux éléments les plus durs, les Swartz ont utilisé le moulage par injection pour lier les semelles en polyuréthane à des tiges en cuir blond véritable. Pour tester la résistance à l'eau, les frères ont tout essayé, de la pondération des bottes avec du métal et de leur immersion dans un seau au remplissage de la botte elle-même avec de l'eau teintée et à l'attente de fuite. Le résultat a été les premières bottes vraiment imperméables des Abington, que la société a commencé à commercialiser sous la marque Timberland en 1973 et garantie résistante à l'eau. Destinées au col bleu et vendues dans les magasins de la marine militaire, les bottes Timberland ont été un succès fortuit sur les campus universitaires. Jamais grand sur la publicité, Abington a embauché la firme de Boston de Marvin et Leinard pour aider à commercialiser les bottes Timberland. Len Kanzer, le président de l'agence, a convaincu les Swartz de séduire les acheteurs haut de gamme via des annonces dans le New Yorker. En conséquence, les bottes Timberland se sont remarquablement bien vendues chez les détaillants de haut niveau tels que Bergdorf Goodman, Lord & Taylor et Saks Fifth Avenue, et la société a produit 5000 paires en 1974. En 1975, la production a bondi à 25 000 et les ventes ont frôlé la barre du $1 million. À la fin des années 1970, la société produisait 400 000 paires de Timberland par an, ce qui a incité les frères Swartz à envisager d'élargir leur gamme de produits. Alors que la diversification était en effet un pari, Herman et Sidney ont décidé de le risquer. Tout d'abord, profitant pleinement de la notoriété de leur marque de chaussures robustes,
Ils ont rebaptisé Abington Shoe Company en The Timberland Company et se sont constitués en société en 1978. La société nouvellement baptisée a ensuite présenté ses premières chaussures décontractées pour hommes avec des tiges cousues à la main, des œillets en laiton massif et un cuir pleine fleur résistant à l'eau. Viennent ensuite les chaussures de navigation ou de pont, de 1979, qui allaient de pair avec le leader de l'industrie, la marque Topsider toujours populaire de Sperry. Toujours en 1979, un distributeur de produits italien du nom de Giuseppe Veronesi a visité l'usine Timberland du New Hampshire et a commandé 3000 paires de bottes. Veronesi, le président de Ritz Firma, une filiale de Fin Ritz Spa, qui était responsable de la marque Louis Vuitton et a pensé que les bottes Timberland seraient un accessoire de mode parfait pour les Italiens bien nantis. Après avoir testé le marché dans des boutiques de haute couture à Milan et à Rome, Veronesi a rapidement commencé à vendre des bottes Timberland dans des boutiques à travers l'Italie. Bien que les produits Timberland se vendaient toujours bien dans les grands magasins américains coûteux, l'engouement italien a poussé encore plus de détaillants américains à prendre le train en marche de Timberland. En 1984, Timberland était au ras du succès et prêt pour plus. En tant qu'en reprise en mouvement, elle avait d'ailleurs suscité l'intérêt de plusieurs conglomérats acquéreurs. La VF Corporation, qui détenait des participations dans Lee Jean, a été la première à approcher les Swartz avec une offre de rachat de 60 millions de dollars. Herman, près de 60 ans, voulait accepter le forfait et prendre sa retraite. Sydney, cependant, n'était pas intéressé à vendre et voulait que Timberland lève ses propres fonds pour une expansion majeure. Avant que les frères ne parviennent à un compromis, l'offre a été retirée. Malgré ce qui a pu être une opportunité perdue, les affaires étaient comme d'habitude chez Timberland. La société prévoyait une nouvelle expansion sur les marchés internationaux, espérant capitaliser sur son essor continu en Italie, où 490 000 bottes Timberland ont été exportées en 1984. Bientôt, Timberland a commencé à expédier des produits en France, en Allemagne, à Hong Kong, en Suisse et en Turquie. Non seulement les ventes italiennes ont continué à grimper, atteignant 540 000 en 1985, mais les ventes mondiales ont rapidement atteint 68 millions de dollars. Dans les premiers mois de 1986, Timberland a de nouveau été confronté à la possibilité d'une acquisition. Cette fois, un ancien partenaire de Morgan Stanley & Company a présenté une offre d'environ 60 millions de dollars. Encore une fois, les frères étaient en désaccord, Herman pour le rachat, et Sydney fermement contre. Afin de parvenir à un accord, Sydney a cherché un financement et a obtenu 34,5 millions de dollars de Merrill Lynch pour acheter la part des Herman dans Timberland pour environ 30 millions de dollars. Herman a quitté Timberland et a pris sa retraite, tandis que Sydney est devenu président et chef de la direction de la société. Après 30 ans, Herman n'était plus aux côtés de son frère alors que Sydney progressait dans son expansion nationale et internationale. En 1986, Timberland espérait revendiquer 20 millions de dollars sur le lucratif marché japonais des biens de consommation. Le fils de Sydney, Jeffrey, âgé de 29 ans, a rejoint l'entreprise en tant que chef de la division des ventes internationales pour aider à orienter la présence croissante de l'entreprise en Asie et en Europe. Moins d'un an après que Herman a vendu sa participation dans Timberland et pris sa retraite, Merrill Lynch a vendu 3,35 millions d'actions de Timberland, soit environ 30% de leurs avoirs, à $14 chacune lors d'un premier appel public à l'épargne. Heureusement pour Sydney, son fils était un chef d'entreprise compétent. Les deux ont entrepris de reprendre le contrôle de leur gamme de produits et d'éliminer les problèmes de fabrication coûteux. La société a également cessé d'essayer de capturer deux marchés disparates, l'élite de la mode qui portait des bottes Timberland simplement pour l'effet et la foule en plein air qui les portait pour se mettre en forme et explorer le monde naturel. Évitant les tendances, l'entreprise a intensifié la publicité auprès des hommes et des femmes de plein air pour lesquels ces chaussures robustes ont été conçues à l'origine. Intégrant ces efforts de marketing,
Timberland a également commencé à mettre l'axe sur la responsabilité d'entreprise et une sensibilisation croissante de la communauté. La société a réaffirmé son engagement envers les consommateurs intéressés par la randonnée, l'escalade, le camping, les voyages d'aventure et la protection de l'environnement en soutenant des organisations de services locales et nationales telles que la Wilderness Society, la City Year basée à Boston et la légendaire course de traîneau à chiens Iditarod en Alaska. La relation croissante de Timberland avec City Year n'était pas seulement une posture de relations publiques, ce qui a commencé comme une demande de 50 paires de bottes s'est transformé en un investissement de $1 million en 1992, permettant à l'entreprise de s'étendre dans 4 États. En tant qu'entreprise, a noté Jeffrey, nous avons une responsabilité et un intérêt à nous engager dans le monde qui nous entoure. Ce faisant, nous offrons de la valeur à nos 4 groupes, les consommateurs, les actionnaires, les employés et la communauté. L'entreprise a renforcé cet engagement en accordant à tous les employés entre 16 et 32 heures de congés payés chaque année pour des travaux d'intérêt général. Les Swartz ont également élargi leur sensibilité aux questions environnementales en rejoignant le programme Greenlight de l'EPA, Businesses for Social Responsibility, BSR, et la Coalition for Environmentally Responsible Economy, CERES, en 1992 et 1993. En septembre 2011, Jeff Schwartz a vendu la marque pour $2,3 milliards au conglomérat de mode VF Corporation. Selon les médias, après la vente de Timberland, Jeffrey Schwartz s'est consacré aux affaires de la communauté juive de sa Boston natale. Ce que l'on peut dire de la marque, c'est que ses bottes sont désormais un incontournable de la garde-robe. Avec SK8Is et Chuck Taylors, cette simple botte de travail est désormais un incontournable. Et bien qu'au cours de l'histoire de Tim's, ils aient introduit de nombreuses variantes de leur botte la plus célèbre, leur pain et leur beurre restent la même pièce qui a tout commencé dans les années 1970. De toute évidence, Timberland a le rap à remercier pour son succès. Bien que la botte repose sur son propre mérite, le monde dans son ensemble n'aurait peut-être jamais attrapé le style sans Biggie et ses semblables. Une contre-culture bien en dehors de la zone de confort de l'Amérique blanche, en particulier dans les années 80 au début des années 90, les artistes noirs ont mis les vêtements de travail blancs sur la carte et les ont rendus cool.